Amis madridistas, bienvenue dans ce nouveau Before. Avec moi, comme d'habitude, l'inamovible Saad Eithroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir à tous. Alors, nous passons aux choses sérieuses ce mercredi. Le Real Madrid va en partie finir sa saison 2021-2022 en s'opposant à l'Eintracht de Francfort pour la Super Coupe d'Europe. Et c'est ce mercredi 10 août à 20h GMT plus 1 au stade olympique d'Helsinki en Finlande. J'y dis en partie car il reste encore la Coupe du Monde des clubs à disputer pour le Real Madrid. Bon, un mercato tout feu tout flamme pour les cadors d'Europe, le Bayern, City, PSG, Barça. Tout le monde s'est bien renforcé. Et seul le Real Madrid, lui, se contente de deux recrues, Rudiger et Tchouaméni. Et le Real Madrid reste sans doublure de Benzema après le départ de Mayoral. Sinon, il reste Mariano. Alors, Saad Etroye, est-ce que c'est suffisant pour cette saison? Alors, sur papier, non, ce n'est pas du tout suffisant parce que, bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'on voit des équipes de la Liga renforcer leur effectif par des doublures par poste, lorsqu'on voit le niveau des mercatos en Angleterre où quasiment les grandes équipes ont deux 11 types, non seulement un 11 types, alors on a le droit de se poser des questions par rapport à la vision de la direction, par rapport à la ligne d'attaque, mais paraît-il que Carlo Ancelotti, dans sa vision, il porte Rodrigo un peu en tant que faux neuf, Eden Hazard en tant que faux neuf, c'est-à-dire que pour lui, il y a beaucoup d'options d'ailier qui peuvent justement essayer de remplacer Karim Benzema en cas de blessure ou simplement en cas de fatigue. Aussi en termes de but, on s'attend à ce que Rodrigo explose l'année prochaine étant donné son fin de saison qui, on peut le dire, historique, parce que en grande partie, il a été clutch contre Chelsea par un but décisif, c'est idem pour Manchester City. Donc oui, en théorie, Carlo Ancelotti compte beaucoup sur Rodrigo, que ce soit en tant que neuf ou en ailier droit. Et il compte un peu aussi sur Eden Hazard. Bon, je pense que moi et toi et pas mal de Madridistas de la fanbase, ils ont beaucoup de réserves par rapport à Eden Hazard, Oui. mais l'idée principale, c'est de l'avoir en tant que faux neuf. La direction, il se protège par la simple idée qu'il ne faut pas essayer de refaire justement l'erreur qu'on a fait avec Mariano ou avec Jovic, celle de prendre des attaquants qui sont suppléants à Karim Benzema, essayer de les payer un salaire qui est assez élevé pour les pousser à rester au sein du club, mais au final, voir leur inefficacité et être incapable de s'en séparer. Donc pour eux, c'est soit il y a un attaquant de classe mondiale sur lequel ils vont investir une grosse somme, soit ils vont tout simplement attendre la bonne pioche et essayer de bricoler avec tout ce qu'on peut trouver. Attendre les 2 ans de la clause de Haaland? Ça, c'est un souhait parce que je pense que pour moi, ça a été. Haaland, il a été une priorité plus que Mbappé. Je l'ai toujours défendu publiquement. J'en ai même pris à la gueule à cause de ça. Mais quand je vois son efficacité hier contre West Ham, je me dis que ouais, avec un milieu créateur, le cyborg, il peut faire mal. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir au Real Madrid un grand neuf puisque Benzema est là. Il faut un neuf qui ait beaucoup de métiers, mais qui puisse et qui veuille surtout rester sur le banc. Exactement. Alors, après le mercato, on va parler maintenant de la forme physique du groupe. Est-ce que Pintus a déjà commencé ses gris-gris? Alors oui, il y a eu une bonne précision physique. On a vu aussi qu'il y avait du nouveau matériel. Surtout du matériel qui permet de mettre les joueurs dans des conditions d'altitude. Donc, c'est comme s'il y avait un entraînement. Donc, oui, Pintus, il a commencé son programme. On voyait beaucoup de joueurs pas se plaindre, mais exprimer qui sont à bout de souffle, qui sont détruits physiquement avec son planning. Mais c'est pas de refus parce qu'on voit un peu le retour sur investissement en fin de saison lorsque les autres clubs ont du mal à traîner les pieds alors que nos joueurs, ils arrivent à sortir 90 minutes, 120 minutes de haut niveau et d'intensité physique. Donc oui, Pintus, il a commencé, on lui fait confiance, on sait que ça marche. Il a année après année plus d'autorité au sein du club.
plus d'autorité au sein du vestiaire. Et pour moi, oui, la saison, elle a bien commencé d'un point de vue physique. Surtout que Carlo Ancelotti n'a pas hésité à donner un rapport détaillé sur la forme physique de pas mal de joueurs, où il a mentionné que Karim Benzema, il est encore loin euh, de l'état physique nécessaire pour être à haut niveau et que c'est un peu le cas pour plus de la moitié de l'effectif, surtout ceux qui ont eu des vacances prolongées, donc ceux qui ne sont pas revenus tôt, ce qui est assez compréhensible, mais d'ici le début de la Liga, je pense que ce sera assez pour avoir un bon rythme, et on sait aussi que la Super Coupe, c'est une finale et que une finale, c'est un paramètre qui est totalement indépendant de la préparation physique. C'est plus de la préparation mentale parce qu'il faut savoir assurer le résultat quand on en a quand on en a l'occasion, justement. Et surtout ne plus répéter les bêtises de Marcelo dans la dernière Supercoupe contre l'Atlético. Mhm. Alors, projection du match, formation, la formation probable qui va se présenter. Est-ce que tu as Alors, une idée là-dessus? jusqu'à présent, on n'a pas de truc qui a fuité parce que Carlo Ancelotti, il a bien gardé ses entraînements clos, et on a juste une petite idée sur ce qui se passe, ce qui s'est passé sur les matchs amicaux, mais en général, on s'attend plus ou moins à un 4-2-3-1, donc plus de renforts au milieu de terrain. Apparemment, ça sera. C'est-à-dire, dans l'absolu, l'idée, c'est d'avoir Tchouaméni et Casemiro en tant que sentinelle. Mais à titre personnel, je pense que ce sera un 4-3-3 classique. Il ne va pas se casser la tête. Pour lui, il y aura Casemiro, Kroos, Modric titulaire. Déjà de 1 parce que c'est le premier match de la saison. En même temps, c'est plus pour essayer de rassurer le trio Cador qui sont la base, qui sont les titulaires, mais que si jamais il y a des rotations, c'est pas pour diminuer leur rôle. Pour les matchs importants, ça sera eux, mais pour justement essayer de les garder frais physiquement, il va falloir faire tourner. Donc pour moi, c'est un 4-3-3 classique, Courtois, Carvajal, Mendy. Personnellement, avec les fautes enchaînées de Militao, je m'attends à ce qu'il cire un peu le banc et que ça sera Rudiger à la bas. Pour la ligne d'attaque, je m'attends à ce que ça soit Rodrigo, Benzema. Je ne me prononce pas à droite parce que pour moi, c'est un indicateur. Si demain on fait confiance à Asensio et qu'il joue titulaire, c'est-à-dire qu'il fait partie des plans de Carlo Ancelotti et que le club il a réellement arrêté d'essayer de le vendre et qu'on se concentrera sur lui sur sa dernière année de contrat, on essaiera de tirer le maximum de ce joueur. Si jamais c'est pas le cas, alors on peut être certain qu'il est sur une bonne piste pour le départ ou qu'au moins bah, il ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti. De toute façon, Carlo Ancelotti avait annoncé qu'il donnerait la priorité au groupe qui a participé à gagner la Decimoquarta. Donc, je ne pense pas que ni Chouameni ni Rudiger fassent partie du 11 titulaire. Alors, pour rester dans le mercato, nous voyons bien qu'il y a quand même une certaine, une certaine cassure, pas une cassure, mais une, une différente façon de voir les choses entre la direction du Real Madrid et les supporters du Real Madrid. Alors, Exactement. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire que je pense que le Real Madrid euh, de, attend de vendre des joueurs, ou alors qu'il doit attendre la Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, elle est en plein milieu et elle est Ouais. juste avant le mercato d'hiver. Nous savons tous que le Real Madrid ne fait pas de gros transferts en hiver, mais peut-être que cette fois-ci, ce sera différent. Alors oui, je te rejoins. L'idée de la Coupe du Monde, c'est ce que beaucoup de gens de la fanbase madrilène ignorent, et je te remercie de mettre en valeur ce point-là. Le Real Madrid, il avait l'habitude de mettre le pactole sur le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça, c'est une tradition du club. Bon, pour certaines éditions, par exemple, en 2006, ça a été le cas pour Cannavaro. Donc, il est venu juste après la Coupe du Monde. Ah bon, en 2010, c'était assez différent parce que les joueurs intéressants, on les avait déjà. Et l'autre moitié des joueurs intéressants, c'était chez le club rival. Et ce qui concerne les Pays-Bas, bah,
En fait, même la qualité des joueurs, lorsqu'on parle de Robin Schneider, c'est d'anciens joueurs du Real, tu ne pouvais pas les ramener. Ce qui concerne l'équipe d'Espagne, bah, la moitié chez le Barça, la moitié c'était chez nous. Et même pour Diego Fornal, qui était le MVP de cette Coupe du Monde, en fait, il jouait chez l'Atlético de Madrid, donc c'était pas faisable. Pour 2014, c'était James Rodriguez. James. C'était lui la star qui est sortie de nulle part, donc on l'a acheté. Et en 2018, c'était assez mitigé parce que il y avait beaucoup de joueurs qui avaient réussi leur Coupe du Monde. La star principale, c'est Modric, donc tu l'avais déjà au sein du club. Et pour la deuxième, c'est Kylian Mbappé qui fait pas partie du groupe. Et à l'époque, on a fait une approche pour Monaco, mais Monaco, elle a décidé d'envoyer en prêt avec option d'achat obligatoire au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, à 180 millions, ce qui est tout à fait normal de ne pas s'aligner sur cette offre. Donc je trouve que c'est assez logique. Donc pour moi, oui, le Real Madrid, il va encore maintenir sa tradition. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, s'il ne fait pas partie du club, s'il ne fait pas partie des anciens du club, forcément, ils vont essayer de s'aligner dessus. Et pour répondre à ta question de base, la vision, elle est différente. Pourquoi? Parce que justement, on a Mariano et Jovic, ces deux exemples, avec Eden Hazard aussi, d'achat en panique. C'est-à-dire que le mercato il rentre, tu commences à voir les autres à renforcer leur rang et toi tu n'as pas encore amené de joueurs, donc et tu essaies de calmer un peu les gens, tu achètes n'importe qui à n'importe quel prix juste pour qu'entre guillemets il y a un achat qui a été fait. Donc la direction elle s'est dit nous sommes prêts à absorber la chaleur et la ferveur des supporters, mais plus d'achat en panique. On ne va pas se coller des contrats qu'on ne peut pas engager. Sans mentionner de nom, on voit que certains en Espagne, ils sont en pleine casse juridique justement à cause de cette histoire de contrat donné à des joueurs juste pour les ramener, pour justement essayer de calmer les supporters. Et en même temps, je les rejoins un peu parce que la priorité par ligne, elle a été faite. On a ramené un joueur de classe mondiale en défense. On a ramené un joueur qui est ultra prometteur au milieu de terrain. Et en attaque, en fait, je pense que le dossier Mbappé, il a beaucoup affecté le dossier Haaland, même s'il y en a beaucoup qui assurent que c'était totalement indépendant et que le problème avec Haaland, c'était plus Benzema qu'autre chose. Ah oui. Donc, oui, donc on ne pouvait pas faire cohabiter les deux, il fallait passer un 4-4-2. Et Karim, il doit essayer de renforcer son ballon d'or, alors que Haaland, si jamais il vient, c'est pour tout bouffer. Donc, sportivement parlant, ça ne le faisait pas. Et je rejoins un peu la direction qui se retire tout simplement parce que ça ne sert absolument à rien d'acheter un joueur juste pour acheter un joueur. Aujourd'hui, l'unique profil qui me plaît, entre guillemets, c'est Raoul de Thomas, il coûte 30 millions. Pas très cher, l'Espagnol, il se fait un peu vieux, mais c'est quelqu'un qui peut accepter le rôle de doublure. Je me suis souvent posé la question, pourquoi pas Cavani? Parce que il coûte Oui, rien, oui, il n'a pas un gros salaire je te rejoins, oui, parfaitement. et il a ce qu'il faut, il a le En fait, bagage qu'il faut. Et puis, je suppose que si on lui demande de rester dans le banc, il le fera. je pense Alors, que tu as raison, oui. moi, j'ai toujours voulu qu'il vienne au Real Madrid. Alors, pour finir cette émission, nous allons parler un peu de Don Florentino Pérez et on voudrait ici rendre un petit hommage à cette personne-là pour sa gestion qui est implacable et qui est impeccable du Real Madrid. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, bien sûr, c'est lorsqu'on voit un peu tout ce qui se passe dans ce mercato, la galère de beaucoup de clubs, c'est surtout lorsque les journalistes et les experts en finance footballistique commencent à parler un peu de tout ce qui est contractuel et je tiens à justement euh, être ultra clair, je ne parle pas des leviers économiques de l'FC Barcelone, je parle principalement de ce qui se passe en Angleterre parce que c'est des clubs qui peuvent se permettre beaucoup d'achats et on a deux Oui, il y a écoles, beaucoup d'argent. oui, il y a beaucoup d'argent en Première Ligue et il y a deux écoles. Il y a l'école des propriétaires ultra riches, ultra millionnaires qui sortent le chéquier, comme le nouveau propriétaire américain de Chelsea, Stan Kroenke pour Arsenal. Bon, les Glazers à Manchester United, ça n'investit plus tellement, tu vois. Mais quand même, on a ce modèle-là et on a aussi le modèle des clubs qui ont des propriétaires, mais c'est des propriétaires qui achètent à travers des entreprises.
par exemple le propriétaire de Leicester City, celui de Wolverhampton, par exemple, West Ham ou même Aston Villa. Et on a un truc, c'est le retard des échéances. C'est-à-dire que les clubs de Première Ligue, s'ils se permettent de gros transferts, c'est parce que justement, ils ne payent pas instantané, ils ne payent pas en cash. C'est-à-dire c'est plus des garanties, des assurances, tu vois, c'est des modèles de transfert. Je pense que c'est le propriétaire de Leeds United qui en avait parlé justement. Il avait élucidé le cas et je parlais du rival de Rafinha par exemple. C'est un Oui. transfert où ils ont préféré vendre à Barcelone parce que Barcelone, ils se sont engagés à payer en cash, alors que Chelsea, qui est un club qui est riche, qui a les moyens, bah, en fait, ils ont proposé une modalité de transfert qui assurait que l'argent allait venir, mais qui n'allait pas venir avant 2 saisons, et qu'il a été être coupé, et que l'argent, il n'allait pas rentrer de manière directe. Donc, lorsqu'on voit Florentino Pérez qui n'a même pas besoin de rentrer dans ces considérations-là, et que voilà, il arrive à mettre de côté de l'argent, à bien gérer, à faire des économies, à faire des ventes pour générer des transferts comme Chouameni quand même, puisqu'il a coûté une blinde. Et c'est là où on se rend compte du travail incroyable que cet homme fait pour le Real Madrid, parce qu'on sait que le Real Madrid, il peut être facilement la cible de l'UEFA si jamais Oui. il y a n'importe quel mauvais détour économique. Et chaque jour du mercato, à chaque fois qu'on s'approfondit un peu trop dans les deals, on comprend que ce monsieur, c'est un génie et qui mérite tout son succès et que justement, sa phrase mythique chez Pedrerol de Tranquilo, tu vois, donc Tranquilo, tranquilo. ouais, exactement. Donc oui, peut-être qu'on sera déçu de ne pas ajouter d'achat, mais il faut faire confiance à l'homme. C'est quelqu'un qui gère une entreprise de plus de 2 milliards de dollars de valeur. Donc un club, en finance, c'est pas quelqu'un qui va se faire avoir rapidement et justement, il faut essayer de rester serein et croire en son modèle parce que sur le long terme, c'est le modèle le plus viable. Et je voudrais rajouter autre chose et concernant le côté sportif. Oui, Euh, En octobre va s'ouvrir le procès du, du, du FC Barcelone et de Neymar, puisqu'il y a dans le banc des accusés, il faut bien le dire, il y aura Neymar, il y aura Rosel, il y aura Bartomeu, pour ne citer que, ouais, et que Neymar était venu au Real Madrid pour faire la pour visite aller faire médicale. sa visite médicale. Et puis, quand il avait dit qu'il fallait donner de l'argent à droite et à gauche, Pérez a préféré mettre le holà et s'arrêter. Et on voit bien que Ouais, huit écoute, ans ça, après, 8 ans ouais. après, ça court toujours et le procès aura lieu au mois d'octobre. Et surtout que ça nous a permis d'avoir Vinicius et Rodrigo parce que pour Don Florentino, il a tellement insisté à avoir le prochain Neymar qu'aujourd'hui, bah, peut-être que c'est pas la même qualité du joueur, mais les deux, ils sont assez prometteurs pour essayer justement d'apporter ce profil-là au Real Madrid. Alors, nous espérons vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour cette finale de la de la Supercoupe d'Europe. Et puis, en attendant, à la Madridina Damas. À la Madrid.